Voilà, tout d'abord, je vous remercie une autre fois. Et je m'arrête sur la dernière question relative à la manière dont j'ai procédé pour faire cette évaluation. Alors, dans le cadre de l'évaluation de l'empreinte carbone de cette guerre, je signale d'abord que pour calculer le bilan carbone d'un tel événement, on utilise des méthodes bien spécifiques, comme celles mises en place par l'ADEME, qui est l'Agence d'efficacité énergétique en France, et des protocoles, comme le protocole GHG, qui concerne la mesure des gaz à effet de serre. Il convient aussi également de recourir à des normes telles que les normes ISO 14064, ISO 14067 et autres qui définissent les spécifications et les lignes directrices qui concernent la quantification et la comptabilisation des gaz à effet de serre ainsi que la déclaration des bilans carbone. Il est aussi nécessaire de mobiliser ou bien de déployer les bases de données qui fournissent les facteurs d'émission utilisés dans ce calcul, comme la base carbone gérée par l'ADEME, ainsi que d'autres bases adaptées, si on le trouve, qui sont adaptées à des contextes bien particuliers. On applique ces méthodologies, ces règles, données relatives à cette guerre. On sélectionne celles issues des sources fiables, des sources neutres, notamment, par exemple, celles collectées et publiées par l'ONU et ses entités. En outre, nous nous inspirons d'autres études et d'autres travaux qui sont similaires. On fait des comparaisons, on fait des analogies, etc. Pour le détail de notre méthodologie qu'on a adoptée pour l'élaboration du bilan carbone de cette guerre, il s'est déroulé en plusieurs phases. Tout d'abord, comme d'habitude, on définit bien la portée ou bien le domaine d'application relatif à ce conflit, avec les limites temporelles et les limites géographiques. Ensuite, on liste les sources d'émissions GES concernées. On fait une liste exhaustive des postes d'émission et on retient les postes qui sont significatifs. Ensuite, on collecte les données et on les dispatche en émissions qui sont directes et indirectes et tenir compte des émissions de cycle de vie des produits, des équipements, des services, et même de l'utilisation, c'est-à-dire toutes les émissions relatives à l'arsenal et aux dispositifs militaires déployés dans cette guerre, en aval et en amont. Ensuite, on doit aussi reconnaître les limites de nos données, les incertitudes et le communiquer, aussi sous forme d'hypothèses. Enfin, on doit rédiger un rapport et le communiquer. Avant d'entamer cette évaluation, j'ai essayé de réaliser une analyse critique des travaux antérieurs déjà réalisés et j'ai formulé quelques remarques et quelques constatations dont je cite. Premièrement, en comparaison avec les travaux réalisés pour la guerre d'Ukraine, les recherches et les travaux sur l'établissement du bilan carbone de la guerre de Gaza sont particulièrement rares. Ces rares travaux publiés sous-estiment et minimisent de manière compréhensible l'ampleur de cette empreinte et ils ignorent en fait et notamment des aspects des postes d'émission qui sont très importants, qui sont significatifs, tels que les postes relatifs au programme de reconstruction et au programme de déblaiement. De plus, il néglige totalement l'effet carbone, l'impact carbone du soutien financier assuré par les pays occidentaux. Aussi, certains aspects de la guerre et du soutien militaire
demeure sucrée et par suite on n'a pas de données à déployer dans ce calcul. Les émissions indirectes en aval et en amont liées à ce qu'on appelle le scope 3 et le cycle de vie des produits et services militaires qui alimentent cette guerre, dans la plupart des cas, ils ne sont pas tenus en compte. À titre d'exemple, je signale les travaux réalisés par des chercheurs dans les universités de Lancaster et Queen-Mary qui ont recensé les émissions de gaz à effet de serre pendant les 60 premiers jours de la guerre contre la bande de Gaza. Plus que ça, ils ont attribué surtout les travaux qui sont réalisés par Benjamin et Mark et autres en 2024. Ils ont attribué une estimation exagérée aux émissions qui découlent des creusements des tunnels à Gaza sans prendre en contrepartie, celles liées à l'établissement de l'infrastructure militaire de l'entité occupante qui est considérée et reconnue comme l'une des plus importantes dans le monde. Il est d'ailleurs irrationnel de comparer, de présenter sur le même graphique des émissions permanentes comme celles du tunnel et des émissions qui sont temporaires, qui sont issues d'émissions aériennes par exemple. Ces dernières sont calculées uniquement pour 2 mois d'une guerre qui est toujours en cours. Afin de remédier à cette situation, j'ai essayé d'élaborer un bilan carbone au minimum, c'est-à-dire en utilisant les estimations minimales, mais toujours précises et fiables, que l'on peut fournir en analysant seulement les postes pour lesquels on dispose de données crédibles. Et parmi ces postes, je signale celui relatif à la reconstruction et au développement. Alors, d'après les données collectées par les Nations Unies, à partir d'images satellites de haute qualité prises en septembre 2024, plus de 163 000 bâtiments ont été totalement détruits, soit les 2 tiers des bâtiments de la bande de Gaza. Les décombres et les débris s'élèvent à 42,2 millions de tonnes. Alors, sur cette base, j'ai calculé la superficie approximative des bâtiments détruits en adoptant un chiffre de 300 kg de débris par mètre carré. C'est un chiffre donné aussi. Cela implique une superficie de 140 millions de mètres carrés pour l'ensemble des bâtiments détruits. Et j'ai appliqué un facteur d'émission relatif à la construction du logement en béton armé, fixé en moyenne à 436 kg CO2 équivalent par mètre carré, selon des bases de données internationales. J'ai déduit que la simple reconstruction de ces bâtiments dans leurs états d'avant la guerre entraînerait une émission de plus de 61 millions de tonnes de CO2 équivalent. Ce chiffre peut être justifié aussi en utilisant des facteurs d'émission monétaires appliqués aux chiffres déclarés par l'ONU, qui estime que cette reconstruction coûtera va coûter entre 30 et 40 milliards de dollars. Et selon des travaux antérieurs, les émissions de ce poste, c'est-à-dire de reconstruction, représentent environ la moitié des émissions issues de ce type de guerre. Quant aux travaux de déblaiement de cette énorme quantité de débris, en utilisant un facteur d'émission fixé à 26 kg CO2 équivalent par tonne de débris, ces interventions entraîneraient plus d'1 million de tonnes de CO2 équivalent. Pour le poste des émissions liées au soutien financier occidental,
Comme j'ai déjà dit que l'entité occupante a bénéficié d'un soutien financier occidental sans précédent, notamment qui provient des États-Unis, qui s'élève à 27,9 milliards de dollars. Si on utilise des facteurs d'émission monétaire, on peut estimer l'équivalent en CO2 de ce montant. Si ce soutien provient par exemple de bénéfices ou bien des impôts des usines fabricant des voitures, à titre d'exemple seulement, ce montant pourrait correspondre au coût de 1,4 million de voitures, quelque chose d'énorme, avec un taux d'émission lors de la fabrication de chaque voiture estimé à 5,6 tonnes de CO2 équivalent, soit au total environ 7,8 millions de tonnes de CO2 équivalent. Pour le poste des émissions relatives aux missions aériennes, on est malheureusement en présence d'une guerre qui a occasionné l'utilisation la plus intense de la flotte aérienne en termes d'intensité des raids. Et seulement au cours des premiers mois de la guerre, on a enregistré 330 raids d'avions de combat, 860 raids d'hélicoptères et 570 raids de drones, avec un nombre record de vols militaires depuis les pays occidentaux et depuis leur base pour soutenir l'entité occupante, et qui s'élevait à 6000 vols pendant la première année de la guerre. Et avec une consommation intense et énorme de kérosène, sachant par exemple qu'un avion de combat F-35, il consomme 5600 litres de kérosène en une heure seulement. Et chaque kilogramme de kérosène entraîne la combustion de 3,16 grammes de dioxyde de carbone, sachant que ce carburant est considéré 2 à 4 fois plus nocif pour l'environnement et le climat que tout autre type de carburant. On imagine alors l'ampleur des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre résultant de ces missions aériennes. Mais sans informations exactes, sans données qui sont fiables et précises, il demeure impossible de quantifier, de comptabiliser de manière fiable et sûre les émissions de ce poste. En conclusion, l'analyse des résultats recueillis confirme que le bilan carbone de cette guerre dépasse largement, c'est-à-dire un seuil minimal, il dépasse largement les 130 millions de tonnes d'équivalent CO2 au cours de la première année de la guerre. Il s'agit alors de la moindre estimation possible, uniquement basée sur les statistiques disponibles pour quelques postes, en excluant les postes pour lesquels nous ne disposons pas de données fiables. Afin de rendre ce chiffre plus concret, plus tangible, il correspond aux émissions de 80 pays réunis sur une année entière. Alors c'est un bilan qui aura des répercussions néfastes sur le climat de notre planète déjà gravement affecté. Mais malheureusement, la dernière conférence des parties de la Convention climat COP29 a négligé ce désastre génocidaire. Je souligne génocidaire et écocidaire dans ses travaux et ses recommandations. Merci à notre frère.